Bonjour à toutes et tous. Nous allons, je vous remercie, je remercie Agile Tour de Montpellier pour cette édition 2022. C'est la deuxième fois que je viens ici à parler des organisations agiles. Et aujourd'hui, on va parler des trois choses. On va poser des questions sur la résilience. On va parler des organisations agiles et on va parler aussi des incertitudes que les organisations ont, tout ce qu'on peut vivre. Alors, pour commencer, je vais vous demander vous pouvez vous élever. On va faire un petit exercice. C'est très, très simple. Vous le faites déjà, j'imagine. Alors, on va respirer profond, 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 autant que vous pouvez, retenir votre respiration pendant quelques secondes. Et ensuite, à 3 fois, 1, 2, 3, on va exhaler tout l'air. Et on recommence une deuxième fois. Et après, on s'arrête. Ça va? OK? Allez, on y va. Et en attendant, je vous laisse prendre lecture de ce petit extrait d'une fabule de La Fontaine. Et vous pouvez continuer. Voilà. On peut s'asseoir. Cool. Alors, pour commencer, on va se poser la question, qu'est-ce qu'est la résilience? Okay. Pour cela, j'ai 2 objets que vous voyez ici, qui sont complètement différents. C'est 2 anti-stress. D'ailleurs, les 2, ils ont la même fonctionnalité, mais ils sont différents. Que ce soit dans leur forme, dans le matériel, ce n'est pas les mêmes. Et je vais faire juste une expérimentation. Je vais laisser stresser aussi fort que je peux, parce que l'objet va recevoir mon stress. Et autant que je peux. Okay. Ensuite, je vais les lâcher, je les laisse tranquilles et je vais les laisser tomber. Et on va voir ce qui se passe. Donc, mon objet stress étoile, il est resté cloué au sol. Pourquoi? Pour des différentes raisons. La matière n'est pas la même. Sa nature ne le permet pas de rebondir, tout simplement, puisqu'il est comme il est. Et cependant, mon petit Père Noël, voilà, mon petit Père Noël, lui, il a rebondi. Donc, je prends dans mes mains mon petit Père Noël qui est capable de rebondir. Donc, si je prends la définition des neuropsychiatres, je veux dire, parce que c'est une définition assez étudiée, assez poussée et qui existe depuis longue date sur la résilience. Ça, c'est la capacité à rebondir et à partir sur un développement différent, sur un autre type de développement. Aussi simple que ça. C'est ça la résilience. Alors maintenant, bien évidemment, on l'applique à l'individu et on peut se poser la question pourquoi pour les objets, c'est leur caractéristique, leur matériel qui est différent. Mais pour une personne, ça serait plutôt des facteurs. Des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de résistance. Quelque chose qui va me permettre, qui est intrinsèque à moi et qui va me permettre d'être résilient. Alors, parmi ces facteurs de résistance, okay, on trouve le principal, c'est surprenant, mais c'est un facteur d'attachement, de sécurité. Et ça, on l'a depuis notre plus tendre enfance, okay, puisque voilà, ça nous donne la sécurité, ça nous permet de nous adapter mieux à nos environnements. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance-là, et c'est la nature aussi. Et on va acquérir ces capacités à résistance un peu plus tard.
dans des événements différents, divers et différents que vous allez rencontrer dans la vie. Vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un à qui vous allez raconter vos expériences, vos problèmes. Et ça vous permet de petit à petit sortir et acquérir cette capacité à résister et à mieux vous adapter. Donc, on a ces facteurs qui sont des facteurs qui vont me permettre d'avancer et d'être soutenu et face à l'environnement sur lequel les agressions puissent arriver. Alors, chez les personnes, okay, on a des points de chaos, ce qu'on appelle les chaos, les agressions. Les agressions qui parfois produisent des traumatismes, elles peuvent venir des facteurs externes ou des facteurs internes. C'est-à-dire quand c'est un facteur externe, c'est un peu plus, je veux dire, ça peut être long à guérir, mais c'est moins compliqué. Quand le facteur est interne, c'est un peu plus difficile, puisque ces rattachements de sécurité que j'attendais de mon environnement, il est plus, il me lâche. Et donc, du coup, je n'ai pas cette sécurité, et c'est mon environnement qui m'agresse lui-même. Donc, ma réaction, ce n'est pas la même, et c'est très difficile, ensuite, par la suite, parler de ces problèmes-là. Donc, on va vivre cette situation-là, cette situation de chaos, difficile, agression interne, et puis on va pouvoir rebondir en fonction de ces facteurs qui m'ont permis, depuis tout petit, de faire face. Il y a un deuxième facteur, ça s'appelle la mentalisation, c'est-à-dire la capacité à visualiser les problèmes, l'histoire, et la raconter l'histoire. Et ce n'est pas pour rien que quand on se fait aider parfois, on raconte. Parle-moi, dis-moi ton problème. Donc, c'est un besoin et à la fois, c'est quelque chose qui nous permet de sortir en avant. Il y a ça, mais il y a aussi il y a des gens qui s'expriment à l'écrit. Hein. J'écris des livres, j'écris des articles, j'écris sur LinkedIn. il y a beaucoup de gens qui s'expriment beaucoup parce qu'ils en ont besoin. Il y a quelque chose à guérir, peut-être, ou pas, mais c'est aussi une possibilité. Alors, parlons-nous maintenant d'un collectif. Ramenons ça à un collectif. Une équipe agile, c'est un collectif, c'est la team. L'équipe agile qui va avoir un rôle dans l'équipe qui s'appelle le Scrum Master, que vous connaissez, pour ceux qui sont à fond dans l'agile. Et on va trouver des ressemblances, parce que quand on parle de Scrum Master, vous vous souvenez, une des attentes que les équipes ou les entreprises ont par rapport à le Scrum Master, c'est que le Scrum Master s'occupe des équipes, hein, qu'il éloigne des équipes toutes les agressions externes, les perturbations, on dit perturbations externes, et donc c'est une sorte de servant leader qui est là pour aider à ce que ces choses-là n'affectent pas l'équipe en interne. Et donc, du coup, il y a cette notion de coach, hein, c'est de coaching, de l'escrum, de l'équipe qui a un fonctionnement différent. Alors, autre capacité qu'ont les équipes agiles, c'est la capacité à travailler en mode auto-management. Alors, on devrait, hein, ne sont pas tous comme ça, mais la plupart le sont. C'est l'auto-management, l'auto-organisation. Okay, on s'organise, on est ensemble et on est dans une sorte d'osmose. Et donc, du coup, ça marche. Maintenant, parlons des niveaux, les niveaux organisation. Au niveau de l'organisation, la chose, elle peut devenir un peu plus large ou complexe, parce que dans les organisations, ce qui va se passer, on va travailler sur différents niveaux. Et là, je
juste remembrance à la pyramide de Maslow, que certains parmi vous connaissent. La pyramide de Maslow, c'est la théorie sur la théorie des organisations. Elle est très utilisée et elle est toujours d'actualité. Et cette pyramide de Maslow nous dit qu'à la base de la pyramide, il y a les besoins psychologiques. Donc, besoins psychologiques, très bien. Deuxième étage, c'est les besoins de sécurité. Et on retrouve cette analogie hein, depuis le début, que je vous parle de ces facteurs de sécurité qui revient là. Et on le retrouve dans cette pyramide. Et ensuite, il y a un besoin de ce qu'on appelle d'appartenance, d'appartenir à quelque chose. Il y a un quatrième niveau qui est l'auto-estime. Donc, très bien, les managers apprennent tout ça parce qu'ils savent que quand ils vont manager une équipe, quand ils vont manager des personnes, ils vont jouer avec les éléments de cette pyramide puisqu'ils sont toujours présents chez les individus, chez chacun de nous, et inclut les derniers étages de la pyramide qui est l'accomplissement de la chose. Donc on est bien là dans cette dynamique et au fait, en fin de compte, dans les organisations, comment elles vont faire face à ces incertitudes, à ces problèmes. Donc revenons un peu à ce qui s'est passé en 2020 avec la Covid, un événement mondial unique dans son genre pour nous, nos générations, on n'avait jamais vécu ça. Au niveau mondial, ça nous a bouleversés, ça nous a changé. Et là, on était face carrément à un problème dans lequel il fallait sortir nos facteurs de résistance pour pouvoir tenir face à cette situation. Et on l'a vécu chacun et chacune de façon très différente, puisque ce n'est pas le même impact pour tous. Donc, lorsque l'organisation elle est agressée, eh bien, c'est en chaîne que ça se passe. Hein. Ce sont les équipes qui sont agressées et ce sont les personnes aussi qui sont dans la ligne de mire. Donc, du coup, ça revient à la personne à faire face à tous ces problèmes qui peuvent venir de l'extérieur. En quelques mots, je vous ai expliqué qu'est-ce qui se passe. Et donc, on ne peut pas parler de la résilience comme un état. Ce n'est pas un état. La résilience, c'est un processus. C'est le processus que je viens de décrire. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Et l'avant, c'est donc ces facteurs qui me permettent de tenir. Pendant les processus qui peuvent être très courts ou très longs en fonction du traumatisme. Et je parle de traumatisme, par exemple, moi j'ai vécu un tremblement de terre. Et pour vous dire, c'est pas agréable du tout, mais catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Et ça reste longtemps dans les esprits, parce qu'on a du mal à travailler ce genre de situations. Quand vous voyez des morts à côté de vous, quand vous voyez une situation extrêmement difficile, ça demande donc tous ces mécanismes-là qui sont chez vous, ils sortent pour vous aider à vous en sortir de la situation ou des traumas vécus. Donc, on a des guerres actuellement, on sait bien comment ça peut se passer. Et les enfants de la guerre, ce n'est pas pour rien qu'ils deviennent un peu excités de toutes ces problématiques-là, parce qu'ils ne peuvent pas évoluer comme un enfant normal. C'est clair. Donc aujourd'hui, les neurosciences, ils ont la capacité de cartographier les cerveaux. On connaît les cerveaux, on sait quelles sont les phases et les lieux du cerveau qui sont utilisés par ces mécanismes. Pour terminer, je vais vous raconter une métaphore. C'est la métaphore de l'arbre soufflé. Vous entendez parler? La métaphore de l'arbre soufflé, mais c'est tout simplement un arbre
qui est soufflé par les vents, des orages, fort. Qu'est-ce qui va se passer? Et dans un premier temps, il va offrir une résistance. Okay? Et quand le vent il devient extrêmement fort, il n'en peut plus, il se plie, il se penche. C'est la première chose qui va se passer. Et il se penche pour ne pas se briser. S'il ne se penche pas, il va se casser. Il se peut que l'arbre ne revienne plus à son état normal, une fois la tempête passée, et qu'il reste penché. Donc, on va l'aider à se redresser. Ou alors, si c'est un arbre, comme dans la fabule de La Fontaine, qui peut se casser, ben, il va se casser et il ne pourra jamais revenir à son état normal. Donc, cette résistance qu'on utilise, que les êtres humains utilisent, c'est la récupération, donc la résistance, et ensuite il y a la reconfiguration, c'est le nouveau développement pour aller vers un renouveau. Donc, récupération, résistance, reconfiguration, et parlons aussi de ce processus de développement et d'évolution. Je vous remercie. Si vous avez des questions, avec plaisir.